Bonjour et bienvenue sur Europe Hebdo, votre revue de presse européenne hebdomadaire. Pour cette 22e semaine de 2026, dans la vie de l'Union, inquiétude sur la défense du flanc Est de l'UE, débat houleux sur le budget entre les 27, des annonces à venir sur les élargissements et Temu sanctionné dans le cadre du DSA. Dans le club des 27, l'extrême droite progresse à Chypre, Alexis Tsipras crée un nouveau parti en Grèce, le siège du PSOE perquisitionné en Espagne, la Hongrie voit 16 milliards d'euros débloqués par l'UE, et la Pologne crée une union civile pour les couples de même sexe. Et chez nos chers voisins, offensive contre l'opposition en Turquie, l'Ukraine reçoit Tiranovskaya et l'Arménie signe plusieurs accords avec les États-Unis. Passons sans plus attendre à la vie de l'Union. Défense, la multiplication des menaces de drones dans les États baltes et l'explosion en Roumanie posent la question de la défense anti-drone dans l'UE. La multiplication des survols des États baltes et de la Finlande par des drones ukrainiens détournés par la Russie ces dernières semaines a démontré la vulnérabilité européenne à contrer la menace et fait planer une extension du conflit, alors que les États baltes sont toujours considérés comme des terres russes irrédentistes par le Kremlin. Il y a 2 semaines, la première ministre lettonne, Evika Silina, a été contrainte de démissionner à cause de l'incapacité de son gouvernement à assurer la sécurité aérienne du pays. Mais c'est de Roumanie que vient l'exemple le plus criant de la faiblesse du dispositif de défense contre les incursions de drones. Mardi 26 mai, Ursula von der Leyen rencontrait les présidents lituaniens, lettons et estoniens à Vilnius pour leur assurer le soutien de l'Union européenne dans le renforcement de leurs capacités de défense, mais aussi pour accuser la Russie de vouloir déstabiliser les démocraties de l'Union européenne. Dans la nuit du jeudi 28 au vendredi 29 mai, un drone russe s'est écrasé sur le toit d'un immeuble à Galați, sur la rive roumaine du Danube, faisant 2 blessés. Le drone était pris en chasse par 2 F-16, mais ils étaient dans l'incapacité de l'abattre, la faute au survol de zones résidentielles. D'après les experts dépêchés sur place, la totalité de la charge explosive du drone a explosé, laissant écorcher 2 personnes à cause des débris. La Russie multiplie les raids aériens sur l'Ukraine, elle répond violemment aux frappes ukrainiennes contre ses infrastructures pétrolières et militaires en multipliant les attaques de grande ampleur. L'attaque d'un lycée de Louhansk abritant l'unité Rubicon, l'unité d'élite responsable des drones de combat russes, serait aussi la raison des représailles contre Kiev et l'utilisation d'un missile Orechnik contre la capitale ukrainienne. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des incursions de drones en Roumanie, il y en a eu 28 depuis 2023, dont 15 en 2026. D'après l'armée roumaine, la Roumanie n'était pas directement visée, mais va tout de même procéder à une enquête. Le brouillage du drone serait la piste privilégiée. Le drone n'est resté que 4 minutes en vol dans l'espace aérien roumain, une fenêtre trop courte pour l'intercepter ou le détruire. Le président Nicu Jordan a dénoncé une escalade grave et irresponsable et a convoqué son conseil de défense. Le ministère des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur russe pour avoir des explications. Ursula von der Leyen déclare qu'une nouvelle ligne rouge a été franchie par la Russie et promet un nouveau paquet de sanctions. Mark Rutte a assuré que l'OTAN continuera de défendre chaque centimètre de l'alliance et de renforcer la préparation des pays confrontés à de telles menaces. Le mur anti-drone promis par l'UE ne devrait pouvoir commencer son déploiement qu'en 2027, ce qui laisse le flanc est de l'UE vulnérable aux attaques de drones jusque-là. Budget. Le débat se tend sur les dépenses et l'inflexibilité de l'Allemagne. 16 États membres ont annoncé dans un communiqué vouloir renforcer le prochain cadre financier pluriannuel pour la période 2028-2034 et ont fait part de leur volonté de contracter une nouvelle dette commune. Un communiqué qui a été publié la veille de la réunion des ministres des Affaires européennes prévue mardi. Les 16 États signataires poussent pour un plan de remboursement plus graduel des prêts issus du plan de relance post-Covid et de nouveaux emprunts pour soutenir les prêts.
Ces États membres défendent aussi la structure actuelle des fonds et non la proposition de la Commission de les fusionner dans une enveloppe unique sous la responsabilité des gouvernements nationaux. Mais les pays frugaux, l'Allemagne, le Danemark, les Pays-Bas et la Suède ne veulent absolument pas d'une augmentation du budget européen et encore moins d'une nouvelle dette commune. L'Allemagne est particulièrement inflexible, elle assume la responsabilité d'être le premier contributeur de l'UE. Le budget est le dossier le plus compliqué de l'année car il faudra déjà trouver un compromis entre les États, puis avec le Parlement européen, l'Assemblée européenne ayant d'ores et déjà annoncé son opposition à la fusion des fonds et à la réduction des moyens alloués à la PAC. Autre sujet de friction, l'aide au développement. L'aide au développement est librement dépensée par la Commission européenne. Mais la polémique enfle depuis qu'il a été révélé que la Commission a utilisé ces fonds pour le soutien aux accords commerciaux avec le Mercosur et l'Inde. Les fonds ont été utilisés en compensation de l'impact des exigences européennes. Les gouvernements européens demandent plus de contrôle sur les dépenses de la Commission et veulent avoir un droit de regard sur l'affectation des fonds. Les ambassadeurs des 27 ont discuté du projet Global Europe la semaine dernière et notamment sur la gouvernance de celui-ci. 9,54 milliards d'euros non utilisés du budget 2021-2027 sont en jeu. Même si ces fonds sont alloués pour les urgences, la Commission peut les réaffecter aux nouvelles initiatives ou priorités de l'Union. Les conclusions des accords de libre-échange interviennent dans le cadre de plusieurs guerres commerciales contre la Chine et les États-Unis, ce qui semble justifiable juridiquement comme nouvelle priorité. Élargissement, des interrogations, un calendrier et des propositions. La proposition de Friedrich Merz de faire de l'Ukraine un membre associé, c'est-à-dire ni tout à fait un membre de l'UE, mais plus du tout un État tiers, n'a pas été bien accueillie par Volodymyr Zelensky. D'après le président ukrainien, cette solution ressemble à une salle d'attente pour une durée indéfinie, sans avoir de perspective à court terme de rentrer dans l'UE, qui est l'objectif affiché de l'Ukraine. Avec la levée probable du veto hongrois, la perspective de pouvoir ouvrir les négociations d'adhésion se sont même éclaircies avec le départ de Viktor Orban. Même si l'élargissement n'est pas à l'ordre du jour du Conseil européen du mois de juin, la question sera abordée officieusement en espérant que l'ouverture du premier volet de négociations ne soit annoncée avant le prochain sommet européen. C'est en tout cas le souhait de la présidence chypriote qui veut proposer l'ouverture du premier volet des négociations. Si les 27 sont d'accord, alors pourra s'ouvrir une conférence intergouvernementale pour lancer la procédure. Mais reste que l'Ukraine souhaiterait une procédure accélérée, ce qui n'est pas envisageable pour plusieurs États membres. Du côté de la Commission européenne, le flou s'estompe. L'exécutif européen a annoncé qu'elle proposera l'ouverture des premiers chapitres de négociations le 16 juin avec la Moldavie et l'Ukraine lors de la réunion des ministres des Affaires européennes des 27. Le 18 juin, la question pourrait être abordée lors du sommet européen. La commissaire européenne à l'élargissement, Marta Koch, tempère et attend de voir la position du gouvernement hongrois sur le sujet. De son côté, le Premier ministre albanais, Edi Rama, se dit prêt à renoncer au veto de son pays pendant une période probatoire si c'est le prix à payer pour entrer dans l'UE. C'est une proposition qui a déjà été abordée par les 27. Une restriction qui ne serait pas nouvelle, la Bulgarie et la Roumanie n'ont rejoint que cette année l'espace Schengen, alors qu'ils font partie de l'UE depuis 2007, la faute à des restrictions imposées par d'autres États membres, soucieux d'éviter une vague migratoire de ces pays. Il faut dire que l'Albanie tente de s'aligner au maximum sur la politique étrangère de l'UE et de se montrer bon élève pour tenter d'accélérer le processus d'adhésion. La présidente moldave, Maia Sandu, a pour sa part évoqué l'entrée de la Moldavie dans l'UE par une éventuelle réunification avec la Roumanie. Une proposition soutenue à 40% en Moldavie et à 70% en Roumanie.
Mais cette option serait coûteuse pour la Roumanie, qui devrait faire comme l'Allemagne après la réunification en finançant massivement la modernisation de la Moldavie et son adaptation aux normes européennes. Mais le principal obstacle reste la Transnistrie, car cela reste une question sécuritaire et juridique. Même si la proposition est fantaisiste, elle démontre la volonté de la présidente moldave de montrer que la Moldavie veut avancer sur l'entrée dans l'UE. Aussi parce qu'elle est convaincue que plus le temps passe, plus la Russie aura des leviers pour remettre la main sur le pays. Numérique. Temu reçoit une amende de 200 millions d'euros pour vente d'objets illégaux. Jeudi 28 mai, la Commission européenne a annoncé qu'elle infligeait 200 millions d'euros d'amende à Temu dans le cadre du Digital Services Act pour vente de produits non conformes et dangereux pour les consommateurs. L'enquête a débuté fin 2024. Les services de la Commission ont acheté des objets divers sur la plateforme qu'ils ont testés en laboratoire. Des appareils électriques non conformes, comme des chargeurs de téléphone, présentaient des risques de surchauffe, d'incendie et d'électrocution. Des jouets pour bébés présentaient des éléments capables de provoquer des suffocations ou contenaient des produits chimiques non autorisés dans l'UE. Même des bijoux contenaient des éléments chimiques dangereux. Des produits non conformes qu'elle considère être un risque systémique pour les clients de la plateforme. La Commission considère que Temu était au courant, des associations de consommateurs avaient alerté. L'amende est très loin du plafond des 6% du chiffre d'affaires annuel mondial, qui est de 53 milliards d'euros pour PDD Holding, sa maison mère. La Commission a considéré que l'infraction avait cessé rapidement. Temu a 3 mois pour payer l'amende et elle a 2 autres enquêtes en cours sur la vente de produits illégaux comme les poupées pédopornographiques et la conception addictive de la plateforme. Au niveau du timing, la sanction intervient la veille d'un débat au sein de la Commission sur les relations entre UE et Chine. Un moyen de réaffirmer que pour pouvoir accéder au marché européen, il faut absolument respecter les règles, contredisant Elon Musk, qui prétendait que l'UE ne mettait pas autant d'énergie contre la Chine. Passons désormais au club des 27. Chypre, le centre droit sort à nouveau gagnant des législatives, l'extrême droite et les partis anti-establishment en outsider. Dimanche 24 mai, c'était jour de scrutin sur l'île de l'Est méditerranéen. Des législatives qui pouvaient avoir un réel enjeu puisque les partis de gouvernement de centre-gauche et de centre-droit perdent de leur emprise sur la politique chypriote et se voient concurrencés par l'extrême droite et des petits partis anti-establishment qui peuvent aussi bien se revendiquer pro-européens, anti-corruption que pour la démocratie directe. Le bipartisanisme est donc de plus en plus remis en question, en tout cas dans les sondages d'opinion, ce qui laissait penser que ces législatives n'étaient clairement pas jouées d'avance. L'un des enjeux du scrutin pouvait être la réunification de l'île, étant donné qu'à Chypre Nord, le président de la République, Tufan Erurman, s'est dit favorable à la réunification de l'île et son appartenance à l'Union européenne. La réunification est soutenue par les partis de gouvernement. Signe que l'élection a mobilisé, le taux de participation était de 66%, soit légèrement mieux qu'en 2021. C'est le Rassemblement démocratique, parti de centre-droit, qui sort en tête de l'élection avec 27,2% des voix et garde les 17 sièges qu'il avait lors de la précédente mandature. En deuxième position, on retrouve le Parti progressiste des travailleurs, le Parti communiste chypriote, qui conserve lui aussi le même nombre de députés, c'est-à-dire 15. Le Front national populaire, branche chypriote d'Obdoré, désormais interdit en Grèce, réalise la plus forte progression en doublant son nombre de sièges, passant de 4 à 8 grâce à ses 11%. Le Parti démocratique, parti du centre, récolte 10% et 8 sièges, soit un de moins que lors de la dernière mandature. Les centristes du Front démocratique et les sociodémocrates du Mouvement pour la démocratie sociale, membres de la coalition gouvernementale sortante, qui disposait de 4 sièges chacun lors de la dernière mandature, n'ont pas réussi à franchir le seuil de 4% pour être représentés au Parlement.
Deux nouveaux partis font leur apparition au sein du Parlement. Le parti ALMA, Citoyens pour Chypre, un parti anticorruption fondé par l'ancien président de la Cour des comptes chypriote, Odysseas Michaelides, avec 5,8% et 4 sièges, mais aussi le parti Démocratie Directe Chypre, fondé par le youtubeur TikToker et député européen non inscrit Fidias Panayotou, dont les sympathies pro-russes l'ont amené à être invité au défilé du 9 mai 2025 à Moscou, qui récolte 5,4% et 4 sièges lui aussi. Comme toujours depuis 1963, seuls 56 des 80 sièges du Parlement sont pourvus. Les 14 sièges restants sont laissés libres depuis que les Chypriotes turcs se sont retirés des institutions de la République de Chypre. Dans un pays présidentiel comme Chypre, le morcellement du Parlement pourrait bien redéfinir le rapport de force en faveur du Parlement. La coalition sortante n'est plus possible et la formation d'une coalition majoritaire reste incertaine puisqu'il faut le soutien de 29 députés. Démocratie Directe Chypre et ALMA pourraient bien être des faiseurs de roi. L'eurodéputé Fidias Panayotou a annoncé qu'il ne deviendra pas un député national parce qu'il considère que le parti doit disposer d'un eurodéputé. L'élection législative chypriote pourrait bien aussi redéfinir les contours de la course présidentielle qui doit prendre fin en 2028. Grèce. Alexis Tsipras revient sur le devant de la scène politique avec un nouveau parti. Il avait quitté la tête de Syriza après sa défaite lors des législatives de 2023. Il avait même renoncé à son siège au Parlement grec en octobre 2025. Un retrait médiatique qui lui a donné le temps de revenir sur son expérience de Premier ministre dans son livre Ithaque, où il raconte ses affrontements avec les créanciers de la Grèce qui l'avaient obligé à mettre en place des plans d'austérité massifs qui lui ont valu de perdre les législatives de 2019, la gauche se sentant trahie. En parallèle, il a consolidé son think tank politique, l'Institut Alexis Tsipras, qui aura en charge de faire des analyses et des propositions politiques. Il n'avait pas annoncé officiellement quitter la vie politique. Mais désormais, c'est sûr, il est de retour avec ELAS, E-L-A-S, l'Alliance des Gauches Unies. Un retour qui intervient alors que le paysage politique grec n'a probablement jamais été aussi fragmenté. Il a annoncé la création de son nouveau parti avec l'Acropole en toile de fond dans la soirée du mardi 26 mai. Il promet de s'attaquer au bas salaire, à la crise du logement, à l'augmentation du coût de la vie et à l'insécurité. Il entend aussi remettre de l'ordre au sommet de l'État en abrogeant l'immunité des élus et en mettant en œuvre une plus grande transparence dans les dépenses de l'État. Sans surprise, ELAS a pour but de récupérer l'électorat de Syriza et de la nouvelle gauche. L'ambition est de rassembler toutes les forces progressistes d'après Tsipras, de la gauche radicale jusqu'aux sociaux-démocrates du PASOK, en passant par les écologistes. Pour tenter d'attirer les électeurs du centre-gauche, Tsipras a tenté d'adopter un discours plus consensuel, moins clivant, et de se donner une stature d'homme d'État en étant plus crédible économiquement. Son retour intervient dans un contexte de morcellement de la gauche, incapable de se parler et dont le poids politique ne cesse de reculer. Tsipras reste une figure populaire dans l'électorat de gauche grec. À lui seul, il serait capable de dépasser le PASOK qui lutte pour rester le deuxième parti du pays. De son côté, le gouvernement Mitsotakis est empêtré dans les scandales. Les écoutes téléphoniques de l'opposition, des journalistes et des entrepreneurs, le détournement de fonds agricoles européens sur lequel enquête le parquet européen et qui a mené à une quarantaine d'arrestations et à la levée d'immunité parlementaire de 11 députés de Nouvelle Démocratie et l'accident de Tempe où 57 personnes ont péri dans le choc frontal de 2 trains engagés sur la même voie. Le Premier ministre Mitsotakis a perdu l'aura dont il disposait en 2023 et qui avait permis à Nouvelle Démocratie d'atteindre les 41% aux législatives. Le Premier ministre est très critiqué pour l'obstruction politique que son parti exerce sur le déclenchement de commissions d'enquête, notamment dans le cadre de subventions agricoles européennes
qui aurait pu permettre la levée d'immunité des ministres inscrite dans la constitution grecque. Le parti Nouvelle Démocratie, même très affaibli, reste le premier parti du pays dans les intentions de vote. Il devra se trouver un partenaire de coalition pour pouvoir gouverner. Le PASOK se pose la question de former une grande coalition PASOK Nouvelle Démocratie, mais les débats en interne pourraient bien pousser une partie de la base social-démocrate à aller vers Hellas. Mais la personnalité de Mitsotakis devient de plus en plus radioactive et le parti Nouvelle Démocratie voit aussi de nouveaux partis se créer à sa droite. L'ancien Premier ministre Antonis Samaras, partisan d'une ligne dure sur les questions de politique étrangère et notamment concernant la Turquie, s'apprêterait à créer un nouveau parti conservateur. Mais celle qui fait le plus peur au Premier ministre, c'est Maria Karistianou, mère d'une des victimes de l'accident de Tempe, qui a annoncé la création du parti Espoir pour la démocratie, d'orientation conservatrice, pro-russe, et s'autoproclame bête noire de Nouvelle Démocratie, qu'elle désigne comme responsable de l'accident. Le gouvernement aurait fait fuiter l'idée de législative anticipée à l'automne pour obliger Tsipras et Karistianou à accélérer leurs annonces. En fait, le gouvernement avait l'idée de ne pas bouger les législatives prévues à l'été 2027, mais voulait obliger ces challengers à se lancer en misant sur une dynamique qui s'essouffle chez ses concurrents. Maintenant, la pression sera sur Tsipras et Karistianou. Tsipras devra démontrer que son retour a quelque chose de nouveau à apporter à la gauche et au pays. Espagne, perquisition au siège du PSOE. C'est un énième épisode dans les affaires qui entachent le leadership de Pedro Sánchez. Après les enquêtes qui concernent l'ancien Premier ministre José Luis Zapatero pour détournement de fonds publics au profit de la compagnie aérienne Plus Ultra, celle à l'encontre de sa femme Begoña Gómez, qui aurait utilisé son assistante dans le cadre de ses fonctions de première dame pour ses fonctions de directrice de master de gestion, et celle à l'encontre de son frère David Sánchez, qui aurait fait miroiter le soutien du gouvernement en échange de son recrutement dans une fonction publique régionale, mais aussi son ancien ministre des Transports, José Luis Ábalos, actuellement jugé et soupçonné d'avoir truqué un marché public concernant l'achat de masques pendant le confinement lié au Covid. C'est désormais le siège du PSOE d'être perquisitionné. Mercredi 27 mai, la Guardia Civil est arrivée au siège du PSOE à Madrid dans l'espoir de récupérer des documents dans le cadre d'une enquête concernant des soupçons d'entrave à la justice d'après le tribunal d'audience nationale spécialisé dans les affaires politiquement sensibles. Le juge Santiago Pedros a déclaré que le parti avait été informé au préalable des documents et dossiers électroniques que la justice voulait consulter. En visite au Vatican pour préparer la visite du pape en Espagne du 6 au 12 juin, le Premier ministre espagnol assure que le PSOE coopérera pleinement avec la justice et que le parti n'hésitera pas à sanctionner les responsables si leur faute est avérée. Le dossier ciblerait Leire Diez, une militante accusée d'avoir participé à un réseau destiné à déstabiliser les procédures judiciaires concernant le PSOE et le gouvernement. Face à la multiplication des affaires autour du PSOE, certains cadres font part de leur malaise et craignent la rupture du lien de confiance qui lie le PSOE aux Espagnols. Hongrie. Peter Mayer reçu au Berlaymont. Ursula von der Leyen confirme le déblocage de 10 milliards d'euros. C'est le dossier le plus important pour Peter Mayer depuis son investiture en tant que Premier ministre. C'est d'ailleurs le premier dossier sur lequel il a travaillé après son élection avec une délégation européenne envoyée pour l'occasion pour préparer le terrain des négociations entre les deux parties. Peter Mayer joue déjà un peu son mandat, lui qui a promis de récupérer l'argent européen pendant la campagne. Dans les couloirs du Berlaymont, le bruit courait que les deux parties avaient des discussions tendues, la Commission espérant que la Hongrie lève le veto contre le déclenchement des négociations d'adhésion de l'Ukraine à l'UE, une information démentie par Peter Mayer et Ursula von der Leyen.
Certains hauts fonctionnaires semblaient même dire qu'il était improbable que la Commission ne donne les 10 milliards d'euros espérés par le gouvernement hongrois. La réunion initialement prévue jeudi 28 a été repoussée au lendemain. Qu'à cela ne tienne, Peter Maillard a pris le parti de rencontrer son homologue belge Bart de Wever et le secrétaire général de l'OTAN Mark Rutte. Lors de ce voyage officiel à Bruxelles, il a emmené son ministre des Finances András Kármán, son ministre des Transports David Vitezi et sa ministre des Affaires étrangères Anita Orbán. Il avait fait plusieurs annonces pour tenter de convaincre la Commission de lui accorder les 10 milliards d'euros du plan de relance post-Covid Next Generation EU. Demande d'adhésion au parquet européen, projet de loi pour sanctionner les fausses déclarations de patrimoine et plus de transparence sur le financement des universités et leur indépendance. Peter Maillard se disait encore très confiant la veille de la réunion. Finalement, vendredi 29 mai, la Commission annonce le déblocage de 16,4 milliards d'euros. Ursula von der Leyen a indiqué vouloir récompenser les efforts entrepris par le nouveau gouvernement hongrois, qualifiant les réformes engagées comme bénéfiques pour la Hongrie, mais aussi pour l'Union européenne. L'exécutif européen a semble-t-il été convaincu par la feuille de route fournie par Peter Maillard et le calendrier des réformes proposées, notamment sur la liberté de la presse, l'indépendance de la justice et la lutte contre la corruption, avec les règles d'attribution des marchés publics, l'un des plus gros chantiers. La Commission européenne ne versera les fonds qu'une fois les réformes adoptées et devrait être versée d'ici la fin de l'année, une manière de désamorcer le discours du Fidesz qui dénonçait les sanctions sur l'état de droit comme un outil politique. 10 milliards d'euros qui viennent du fonds de relance et 6,4 milliards d'euros des fonds de cohésion. Une bonne bouffée d'air frais puisque cela représente 14% du budget annuel hongrois. Des fonds qui permettront aussi d'investir dans le réseau électrique, l'achat de trains, la numérisation de l'économie et l'investissement dans la recherche et l'enseignement supérieur. En échange, la Commission a renoncé à demander des réformes impopulaires, comme celle sur les retraites, en espérant que les fonds débloqués permettent de relancer une croissance en berne. Mais le temps presse, certaines réformes doivent être adoptées avant le 31 août, ce qui risque de déclencher un marathon législatif ces 2 prochains mois pour que le Parlement hongrois adopte toutes les réformes attendues. Pologne. Le Parlement adopte une loi sur l'union civile des couples de même sexe. C'est un texte révolutionnaire qui a été adopté à la Diète, la chambre basse du Parlement polonais. Vendredi 29 mai, les députés ont adopté une loi créant le statut de personne la plus proche qui crée une union civile entre personnes de même sexe en Pologne. Dans l'un des pays les plus mal notés de la Rainbow Map d'ILGA Europe, c'est un pas de géant réalisé pour les droits LGBTQIA+. Cette union civile permettra de jouir de certains droits du mariage, notamment concernant la succession, la fiscalité, le logement, l'accès aux informations médicales de l'autre et la comptabilité commune. Comme pour le Pacs en France, les couples hétérosexuels pourront aussi contracter cette union civile. C'était une des promesses de campagne de Donald Tusk en 2023. Sans surprise, le PIS critique vertement cette loi et la considère inconstitutionnelle, considérant que le mariage n'est possible qu'entre un homme et une femme. Mais la loi ne mentionne pas le mariage. Le gouvernement a tenté d'éviter les points qui auraient pu valoir un veto du président Karol Nawrocki. La coalition gouvernementale a donc remplacé la cérémonie par une simple signature chez le notaire et n'a pas inclus l'adoption d'enfants. Un veto présidentiel serait risqué puisque 62% des Polonais sondés en novembre 2025 étaient favorables à sa création. Pour autant, il semble impossible que le président ne contre pas le projet de loi. Il a usé de son droit de veto à 33 reprises en 10 mois, du jamais vu auparavant, ce qui constitue une réelle obstruction démocratique. Mais il avait lui-même promis de réglementer les unions civiles dans sa campagne. Il se retrouvera donc devant le dilemme entre se désavouer en déclenchant le veto pour bloquer le gouvernement et trahir le parti qu'il a soutenu pour la présidentielle.
Pour les couples de gays et lesbiennes polonais, la reconnaissance des mariages à l'étranger en Pologne est la meilleure reconnaissance, une reconnaissance qu'ils doivent avant tout à la justice européenne. Passons enfin à la rubrique Nos chers voisins. Turquie, le siège du CHP pris d'assaut et les autorités rétropédalent sur la fermeture d'une université privée. Je vous en avais parlé la semaine dernière, un tribunal d'Ankara avait décidé de destituer la direction du CHP pour atteinte à l'intégrité du vote de la présidence du parti lors du congrès de 2023 qui avait consacré Özgür Özel comme nouveau leader du parti. La décision de destitution, Özgür Özel ne la reconnaît pas, considérant que la justice est aux ordres de l'AKP, le parti au pouvoir. Il s'est donc barricadé dans son bureau, au siège du CHP à Ankara, avec l'aide de nombreux élus et militants qui bloquaient l'entrée du siège du parti. Les autorités ont envoyé la police anti-émeute sur demande de Kemal Kılıçdaroğlu, rétabli président du CHP par la justice après un mandat de 13 ans de 2010 à 2023. Dimanche 24 mai, la police lance l'assaut à coups de gaz lacrymogène. Özel est délogé dans l'après-midi. Le siège du plus vieux parti turc, fondé par le père de la République, Mustafa Kemal Atatürk, est repris de force par la police, un symbole de l'escalade autoritaire de Recep Tayyip Erdoğan depuis 2024 et à la victoire du CHP lors des élections locales. Özgür Özel ne désarme pas pour autant. Il déclare qu'il continuera de se battre autant que possible et demande à ses militants de poursuivre le combat dans les rues et sur les places du pays. Özel a demandé à Kemal Kılıçdaroğlu de convoquer un congrès sous 40 jours, convaincu que la base militante va le plébisciter face au président nommé par la justice, totalement tombé en disgrâce auprès des militants. Özel n'a pour autant pas perdu toutes ses attributions, il reste le chef du CHP au sein du Parlement, il a été élu la veille de l'intervention de la police. Sans aucun doute, les autorités, sous les ordres du président Erdoğan, font tout pour réduire l'opposition à un rôle de faire-valoir du pouvoir sur le modèle de la démocratie de façade adoptée par la Russie depuis des années. L'ONG des droits humains Human Rights Watch qualifie la destitution de la direction du CHP de méthode abusive qui porte un dernier coup très dommageable à l'état de droit et aux droits humains en Turquie. Une répression qui vise aussi les étudiants, très actifs dans les manifestations de soutien à İmamoğlu et au CHP depuis un an. L'université Bilgi, basée à Istanbul, réputée pour ses enseignements en droit et en sciences sociales très critiques et qualifiée de libérale, a été visée par un décret présidentiel publié vendredi 22 mai au matin à minuit, soit quelques heures après la décision du tribunal de destituer la direction du CHP. Le président Erdoğan a usé de son pouvoir discrétionnaire pour faire fermer l'université en prétextant que le niveau d'enseignement était insuffisant. 20 000 étudiants et 1000 membres du corps académique se sont retrouvés dans l'incertitude à quelques semaines des partiels de fin d'année. Fondée en 1996 par des professeurs poursuivis par la junte du coup d'État de 1980, l'université se revendique libérale et alternative. En 2006, l'université est entrée dans le giron du Laureate International Universities, basé à Baltimore, aux États-Unis, et connu pour son enseignement à but lucratif. Mais face à des résultats financiers en berne, le groupe américain est contraint de céder l'université à la Chan Holding, qui appartient à la famille Chan, une famille accusée d'avoir fait fortune dans la contrebande de cigarettes et de carburant, réputée proche du parti au pouvoir l'AKP et dont la diversification des activités dans les médias, les ports, la logistique et l'éducation ressemblent à du blanchiment d'argent avec la complicité du pouvoir. La répression des activités de l'université ont commencé en 2021. En septembre 2025, la Chan Holding se fait saisir 121 sociétés, dont l'université. L'université est donc passée sous la supervision de l'université des Beaux-Arts, Mimar Sinan. Il n'en devenait que plus simple de faire fermer l'université.
Mais dimanche soir, après 2 jours de siège des étudiants, le pouvoir fait volte-face. 2 épisodes qui montrent le glissement toujours plus important d'Erdogan vers le démantèlement de l'état de droit et des libertés en vue de totalement verrouiller l'élection de 2028 à son avantage. Ukraine, Volodymyr Zelensky reçoit l'opposante biélorusse Svetlana Tsikhanouskaya alors que la menace de l'entrée en guerre de la Biélorussie plane. Alors que les difficultés russes semblent de plus en plus flagrantes, Volodymyr Zelensky alerte sur le risque de voir la Biélorussie être entraînée dans la guerre avec l'Ukraine, alors que depuis 2022, le pays dirigé par Alexander Loukachenko ne fait que laisser à disposition ses infrastructures. Suite à cet avertissement, Emmanuel Macron s'est entretenu avec le dictateur biélorusse par téléphone et l'exhorte à ne pas suivre la Russie et de continuer son rapprochement avec l'Union européenne. Depuis plusieurs mois, les États-Unis ont levé plusieurs sanctions à l'égard de la Biélorussie, notamment sur la compagnie aérienne Belavia et sur la potasse de l'engrais dont les prix ne cessent d'augmenter depuis le début de la guerre pour tenter de détacher la Biélorussie de la Russie et d'en faire un pays médiateur pour les négociations de paix. Mais même si Loukachenko tente de montrer sa bonne volonté à l'égard de l'Occident, il procède toujours de cette manière pour obtenir des gains politiques et économiques. Même si les États-Unis pensent que desserrer l'étreinte des sanctions pourrait inciter Loukachenko à lâcher Poutine, reste que l'armée russe continue de pouvoir stationner ses armes nucléaires tactiques en Biélorussie et d'utiliser les infrastructures militaires biélorusses. L'avertissement de Volodymyr Zelensky ne semble pas être pris au sérieux par les experts militaires qui considèrent que l'armée biélorusse est trop petite et trop peu préparée à une guerre. Pour autant, l'administration présidentielle ukrainienne opère un changement de taille avec son voisin. Depuis le début de la guerre en Ukraine et même lors des manifestations de 2020 en Biélorussie qui contestaient la victoire de Loukachenko à la présidentielle, Volodymyr Zelensky et les services diplomatiques ukrainiens n'avaient jamais pris position contre la Biélorussie, désireuse de maintenir des relations diplomatiques. Mais depuis quelques mois, l'administration présidentielle se veut plus ferme et a mis sous sanction le dictateur biélorusse en février et ses fils en avril. L'Ukraine hausse le ton alors que les États-Unis réduisent les sanctions, permettant à la Biélorussie de potentiellement reprendre ses affaires et d'avoir des rentrées d'argent. De plus, les États-Unis demandent à l'Ukraine de laisser un accès à la Biélorussie pour exporter sa potasse, signe que les États-Unis continuent de vouloir pousser l'Ukraine à faire des choix contre elle-même. Et pour renforcer son opposition au régime de Loukachenko, le ministre des Affaires étrangères ukrainien Andriy Sybiha a accueilli lundi 25 mai l'opposante biélorusse Svetlana Tsikhanouskaya en exil depuis 6 ans en Lituanie. Le conseiller diplomatique de Svetlana Tsikhanouskaya a qualifié cette rencontre d'historique et de symbole de solidarité entre les peuples biélorusses et ukrainiens dans leur lutte commune pour la liberté et la dignité. Ce qui a changé côté ukrainien, c'est le départ d'Andriy Yermak, ancien chef de cabinet de Volodymyr Zelensky, qui maintenait des relations ambiguës avec la Biélorussie. Il a été remplacé par l'ancien directeur des services secrets ukrainiens, Kirilo Boudanov, qui a une vision plus sécuritaire et voit la Biélorussie comme une menace. Svetlana Tsikhanouskaya a profité de sa venue pour aller sur la tombe de Maria Zaïtseva, biélorusse de 24 ans, membre de la Légion internationale ukrainienne, qui est tombée à Pokrovsk. Elle avait aussi manifesté contre la réélection de Loukachenko en 2020. Elle a aussi rendu hommage aux dizaines d'autres Biélorusses tombés sur le front ukrainien. Svetlana Tsikhanouskaya s'est dit convaincue que la victoire de l'Ukraine ouvrirait la voie de la liberté pour les Biélorusses. Arménie, visite éclair de Marco Rubio et soutien de Donald Trump à Nicole Pachinian pour les législatives. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a profité d'une escale d'1 heure à Yerevan, mardi 26 mai, pour rencontrer à l'aéroport son homologue arménien Ararat Mirzoyan pour signer quelques accords entre les deux pays.
L'occasion de discuter du corridor routier et ferroviaire, la Trump Route for International Peace and Prosperity, qui doit relier l'Azerbaïdjan à son exclave du Nakhitchevan. Les deux ministres des Affaires étrangères ont d'ailleurs signé un accord cadre qui doit tracer les contours des futurs accords sur l'infrastructure. Marco Rubio l'assure, le corridor sera une source de paix et de prospérité pour l'Arménie. Autre accord signé dans les salons de l'aéroport, un accord sur les minerais critiques pour damer le pion à la Chine. Avec ces accords, les États-Unis veulent renforcer leurs liens avec le pays du Caucase du Sud et tenter de le sortir de l'orbite russe. Le Premier ministre Nikol Pachinian a multiplié les signes de mise à distance de la Russie en retirant l'Arménie des exercices militaires de l'Organisation du traité de sécurité commune en 2023, après la défaite contre l'Azerbaïdjan, et a cessé tout financement et toute participation au commandement de l'alliance militaire en 2024. C'est une forme de soutien à la personne du Premier ministre Nikol Pachinian qui multiplie les appels du pied à l'Occident. Profondément déçu de l'inaction de la Russie dans sa guerre contre l'Azerbaïdjan, il fait de son détachement de la Russie un élément fondamental de sa campagne. Il a même fait voter en 2025 une loi qui affirme que l'Arménie se portera candidate à l'Union européenne. Donald Trump a d'ailleurs annoncé son soutien officiellement à Nikol Pachinian dans le cadre des législatives du 7 juin. Des législatives qui s'annoncent compliquées pour le Premier ministre, à la tête d'une coalition centriste et qui devra batailler face à de nombreux petits partis qui sont pour la plupart pro-russes. Son principal adversaire sera Samvel Karapetyan, businessman et première fortune du pays, qui dispose de la double nationalité russe et qui apparaît clairement comme un homme du Kremlin. Son entreprise a servi de sous-traitant de Gazprom et il était proche de l'ancien président Serge Sarkissian, qui a lui-même été très proche de Poutine. Voilà, c'est ainsi que s'achève la 22e semaine européenne de 2026. Merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode, abonnez-vous sur votre plateforme préférée, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube ou YouTube Music, et n'oubliez pas d'y laisser votre avis, que ce soit en nombre d'étoiles ou en like. Pour ne rien rater des publications du podcast, suivez Europe Hebdo sur Facebook, Instagram et LinkedIn, et n'hésitez pas à liker, commenter et partager les publications pour en augmenter la visibilité. Si vous avez une remarque, une question ou une suggestion à faire pour le podcast, n'hésitez pas à vous inviter dans mes messages privés, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et si vous voulez dévorer le nouvel épisode du podcast dès sa sortie, abonnez-vous pour recevoir la newsletter du podcast. Le lien est à retrouver en description de cet épisode. Je vous donne rendez-vous lundi prochain, 17h30, sur Europe Hebdo.